Bon, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de FSC Canada. Mon nom est Hélène Marchand. Je suis directrice des normes d'aménagement forestier. Je serai assistée aujourd'hui de Laureen Chisholm, qui est coordonnatrice aménagement forestier aussi, nouvellement employée de FSC Canada. Aujourd'hui, on souhaite vous donner un aperçu de notre nouvelle norme d'aménagement forestier qui s'adresse spécifiquement aux forêts de petite dimension, de faible intensité et de forêts communautaires. Donc, avant de commencer, par exemple, on veut vous avertir que la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée. Aussi que le lien d'enregistrement vous sera partagé avec les participants ainsi que les diapositives là, de présentation, là, si ça peut vous être utile. Aussi, comment participer à ce webinaire? On a prévu 1 heure pour la rencontre, ce qui n'est pas tellement long. Et idéalement, on a prévu une période de questions à la fin. Donc, on pourra aborder les questions vers la fin, mais il n'est pas dit que vous pourriez toujours là, quand même en écrire. Peut-être on n'est pas un gros groupe, donc il sera peut-être possible là, à quelques instants là, de prendre quelques questions en cours de route. On verra comment ça va se passer. Les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de partager les informations sur la publication et la mise en œuvre de la nouvelle norme et de répondre aux questions sur la norme et la transition entre les normes. Donc, l'ordre du jour, on va faire une petite introduction. On va revenir sur le processus de développement de la norme. On va aborder quelques principaux changements apportés à la norme et expliquer les échéanciers pour la transition. Ça inclut là, quelques questions fréquemment posées. Qu'est-ce qui existe en termes de mesures de soutien et de ressources? Et on va passer à la période de questions. Donc, pour débuter, pourquoi on a une nouvelle norme? Vraiment, la première raison, c'est pour l'intégrité au système FSC. Pour que cette norme reflète la mise à jour, la version mise à jour des principes et critères, la version 5 qui existe depuis 2012, et aussi intégrer le concept là, des indicateurs génériques internationaux. Là. Dans cette norme-ci, on s'appuie sur les indicateurs génériques internationaux de la version 2. La deuxième raison, c'est s'aligner avec ce qu'on appelle la norme nationale canadienne FSC. Ça, c'est la norme là, qui s'applique pour les forêts de plus grande dimension. Donc, se rapprocher, avoir des exigences comparables. Et aussi, c'est ça, les exigences de la norme qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été adaptées à partir de la norme nationale pour s'assurer qu'elles sont applicables et réalisables dans un contexte de petites forêts, de forêts de petite dimension, de faible intensité et de forêts communautaires. Et la troisième raison, c'est d'assurer la cohérence et l'inclusion. Donc, qu'on ait le maintien d'une norme au lieu de 3 normes régionales précédemment. Là, on avait la norme maritime pour les PDAFI, la norme de Colombie-Britannique pour les petits exploitants et la norme Grand Lac-Saint-Laurent pour les forêts PDAFI. En ayant une seule norme, ça va assurer une plus grande cohérence et des normes qui se comparent plus. Puis la nouvelle norme, contrairement aux 3 précédentes que je viens de nommer, encourage aussi la certification des forêts communautaires. Le processus de révision de la norme, ça a été un très long voyage, on doit l'admettre, qui a débuté en 2012 avec la sortie de la version 5 des principes et critères. Donc, vraiment, ça a été en 2012 le lancement du processus de révision et d'harmonisation des normes régionales avec les nouveaux principes et critères. En 2013, là, les membres de FSC Canada étaient en faveur à hauteur de 94 là, pour l'élaboration d'une seule norme nationale avec des indicateurs communs.
Fait qu'à partir de 2013, on débute le processus de révision de la norme pour, on dirait, la grande forêt. Puis en parallèle, on a aussi débuté l'élaboration de la norme pour la plus petite forêt. Donc, en termes au cours des années 2014-2015, là, on a passé des consultations publiques ou des sondages là, et des recherches internes approfondies auprès des parties prenantes et des groupes d'experts techniques là, pour mieux s'enligner. Et là, je vais passer par-dessus le processus qui impliquait la grande forêt, mais en 2016, on était prêt avec une première ébauche de la norme SLIM, ou la norme PEDAFI. Puis cette ébauche 1 a été soumise à consultation publique. Et il y a aussi eu 4 séances d'information qui ont été organisées pour donner une vue d'ensemble de la norme, puis comment on l'a élaborée. Là, vous voyez qu'en 2016 et 2019, il y a un gros espace entre l'ébauche 1 et l'ébauche 2. Comme je vous ai dit, les deux processus de normes étaient faits en parallèle et on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'était concentré en 2016 et 2019, on s'est concentré à terminer la norme pour la plus grande forêt, la norme nationale. Donc, vous voyez qu'en 2019, on reprend le processus pour la norme PEDAFI et forêt communautaire en faisant une deuxième ébauche qui a été présentée à 3 ateliers régionaux, vraiment là, à participation ciblée. Et en 2019, suite à ce travail d'atelier, on a sorti une ébauche 3 qui a été soumise à une période de consultation publique de 60 jours. Il y a aussi eu 2 webinaires qui ont eu lieu. Ce qui nous amène plus tard en 2020 avec le test de cette ébauche de la norme pour évaluer la mise en œuvre. Il y a 5 tests qui ont été menés pour explorer les sujets clés. Et en janvier 2021, avec tous les résultats qu'on a eu des tests et des consultations, le groupe d'élaboration des normes a statué sur approuvé une version qui a été soumise à FSC international. Cette version, avec quelques changements, a été approuvée par FSC international en novembre 2021, approuvée, mais avec 4 conditions et une recommandation. Et donc, ça nous a pris jusqu'en août 2023 là, pour travailler sur ces conditions et recommandations. 2 conditions restaient et au cours de l'été dernier, on a discuté avec chacun des détenteurs de certificats, soit de forêts communautaires, soit de petites forêts, pour voir comment on pouvait fermer et ce serait quoi les conséquences d'accepter les conditions. Et on a fini par tout régler en septembre 2023. Donc, le processus un peu plus en détail, on a utilisé, en fait, pour pouvoir écrire une norme, on doit avoir un groupe d'élaboration des normes. Donc, vraiment, au tout début du processus, en 2013, on a formé ce groupe-là. Pour former le groupe, on doit assurer une représentation de toutes les chambres, la chambre autochtone, sociale, environnementale et économique. Donc, il y a 2 représentants par chambre et une prise en compte de la représentation régionale, de l'équilibre entre les genres et de l'expérience. On a aussi mis en profit la contribution des parties prenantes et des membres. Il y a eu 2 sondages qui ont été menés pour recueillir les commentaires et les informations sur le processus de révision de la norme et sa conception. Et puis aussi comprendre les valeurs des parties prenantes et ce qui pouvait être des indicateurs clés. Des indicateurs clés peuvent être peut-être des problématiques passées ou des sujets plus difficiles qui devraient être explorés plus à fond.
suite à ces sondages-là, on a identifié 6 domaines thématiques clés qui ont comparu assez clairement. Donc, pour les 6 sujets clés, on a formé des groupes d'experts techniques. Donc, 6 groupes d'experts techniques. Je sais que vous voyez 8 cases ici, là. Il y a 6 groupes d'experts techniques et 2 sous-groupes. C'est quoi les groupes d'experts techniques? Ben, c'est des groupes qui ont été formés pour fournir des conseils et des recommandations techniques basées sur la science au sujet des domaines clés. Les groupes ont été formés de scientifiques, de praticiens, de représentants d'organismes de certification, puis, et ça, ben, ils étaient tous présents de façon volontaire. Donc, il y avait un groupe d'experts techniques sur les espèces en péril, en général, mais plus particulièrement là, pour élaborer l'indicateur sur le caribou. Donc, ça vous touche un peu moins dans cette norme-ci. Il y avait un groupe d'experts techniques sur les considérations écologiques et opérationnelles qui se retrouvent dans les principes 6, 9 et 10. Et de ce groupe d'experts techniques-là, deux sous-groupes ont été issus, là, un sur les hautes valeurs de conservation, ou la révision du cadre sur les hautes valeurs de conservation, et aussi un sous-comité là, sur les paysages forestiers intacts et les paysages culturels autochtones. Un autre groupe d'experts techniques sur les droits des peuples autochtones, et ce qui entoure le principe 3. Un autre groupe d'experts techniques sur les droits des communautés et des parties prenantes, qu'on retrouve là, des exigences au principe 4 et 7. Un groupe d'experts techniques plus spécifiquement sur les pesticides, la conversion et les espèces envahissantes, là, certains critères qu'on trouve au principe 10. Et peut-être le plus important pour vous, le groupe d'experts techniques qu'on a appelé échelle, intensité et risque. Mais vraiment, c'est le groupe d'experts techniques là, qui ont discuté des exigences pour les pédaphies et les forêts communautaires. En termes de méthodologie utilisée pour la première, du moins pour la première ébauche, c'est qu'on regardait les indicateurs qui avaient été développés pour la norme nationale et on se dit, est-ce que c'est applicable dans un contexte de forêt petite dimension ou de forêt communautaire? Si c'était applicable, on va utiliser le même indicateur par souci de cohérence là, et d'équité. Si ce n'était pas tout à fait applicable dans ce type de contexte-là, on retournait voir l'indicateur générique international, donc le côté droit du graphique. Puis on regardait est-ce que l'indicateur générique international, lui, est bien dans le contexte de la petite forêt, de la forêt communautaire. Si oui, on utilisait l'indicateur générique international. Sinon, ben, on regardait pour l'adapter et parfois dire ben non, c'est pas applicable du tout. Dans les deux cas, on devait amener une justification pour adapter ou éliminer l'indicateur. Donc, on a élaboré des indicateurs suite aux recommandations du groupe d'experts techniques sur l'échelle, intensité et risque. Puis, la première ébauche a été publiée en consultation publique et examen par les parties prenantes. Comme j'ai mentionné, là, on a fait 4 séances d'information qui ont eu lieu en ligne. Puis, évidemment, on a repris les commentaires pour analyse et amélioration. Au terme de la deuxième ébauche, que là, on fait le saut en 2019, on a créé une deuxième ébauche qui, elle, a été présentée lors de 3 ateliers régionaux. C'est vraiment des ateliers de travail on a ciblé des gens pour travailler en petits groupes. Ces gens-là, ben, ça incluait des gestionnaires et des propriétaires forestiers, des praticiens, des dirigeants autochtones, des groupes environnementaux ciblés.
Donc, il y a eu ces trois ateliers régionaux-là. Il y en a eu un en Ontario, un au Québec et un en Nouvelle-Écosse. Et les résultats, et ce qu'on a développé dans ces ateliers-là, ben, nous a permis de faire une troisième ébauche qui, elle, a été disponible pour consultation publique de 60 jours. On a aussi fait 5 séances d'information en ligne. Ça tombait là, vers la fin de l'année, donc fin de 2019, début 2020. En 2020, on a aussi testé. On a fait des tests sur la conformité et la mise en œuvre. Ça a été effectué auprès de propriétaires de petits boisés, de gestionnaires de forêts communautaires. Les tests ont évalué l'impact des changements, donc, parfois assez significatifs, apportés aux exigences, puis aussi la vérifiabilité, si on peut utiliser ce mot, des indicateurs. Les tests ont été menés par des auditeurs indépendants et expérimentés, puis ça a exploré des sujets clés dans un inventaire représentatif de types de forêt. Avec le résultat de toutes ces consultations-là, des tests, on a élaboré une quatrième ébauche. Puis, bon, il restait certaines préoccupations qui ont été discutées là, à fond par le groupe d'élaboration des normes. Et c'est ça, à la fin 2020, début 2021, le groupe d'élaboration des normes a abouti à une version qui a été transmise à FSC International pour commencer le processus d'approbation. OK, c'est bon. Donc, les principaux changements qu'on peut évidemment, on n'ira pas aujourd'hui dans les détails des changements apportés à la norme. On pourra en avoir pour la semaine, peut-être, mais et surtout, vous travaillez. Là, ici, on est dans un groupe, comme c'est le webinaire en français, je crois que la majorité d'entre vous probablement travaillez avec la même norme, mais on couvre quand même 3 anciennes normes. Donc, il y a quand même des changements à plusieurs niveaux. Ici, on parle des changements principaux par rapport à l'ancienne norme avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, mais aussi des changements qui ont été faits par rapport à la norme nationale qui s'applique à des plus grandes unités d'aménagement. Donc, il y a un des changements, c'est au niveau du processus de plainte et des différends. On a utilisé une nouvelle approche pour la structure. On a ajouté des définitions, puis on a changé un peu les exigences. Donc, on pense que l'approche est un peu peut-être améliorée par rapport à la norme pour les grandes forêts. On l'espère, du moins. Certainement, ça peut rendre le processus un peu plus facile à comprendre. Mais il reste qu'on a fait des modifications par rapport à ce qui était à la base, qui est la modification ou l'ajout de définition, comme pour les termes plainte, ce qui est un nouveau terme. Et à cet effet, on a changé un peu la définition du terme différent. Donc, on fait une différence entre une plainte et un différent. Et par la même occasion, le différent de grande ampleur, qui ultime, a aussi subi quelques modifications. La structure des critères et des indicateurs traitant des différends ou des plaintes est plus conviviale pour aborder les différents types de préoccupations soulevées par les particuliers et les groupes d'intérêt. Donc, ça a été tout regroupé aussi là, sous le principe 1, mais ça couvre toute la norme. Les exigences s'assurent qu'un niveau de réponse et d'action appropriée sont pris en compte par l'organisation. Il y a un processus qui est plus accessible pour les groupes ou les particuliers ayant une plainte à formuler. On demande un système pour recevoir et consigner les plaintes, incluant une participation appropriée du point de vue culturel avec le plaignant.
Et ça, c'est maintenant exigé. Puis aussi, par rapport à ce que vous aviez à faire dans le passé, les opérations doivent maintenant cesser dans les secteurs touchés par des différends de grande ampleur. D'important d'aller voir la définition de différent de grande ampleur. Ce n'est pas n'importe quel petit différent. Il y a des critères pour définir ce terme. Un autre changement apporté à la norme concerne tout ce qui concerne l'égalité des genres. Donc, on veut s'aligner avec l'approche du FSC visant à promouvoir les droits des travailleurs, incluant l'égalité des genres. Donc, la nouvelle norme exige que des mesures soient mises en place pour promouvoir l'égalité des genres et prévenir la discrimination fondée sur les genres dans les pratiques en matière d'emploi. Un certain changement aussi au niveau des droits des peuples autochtones. La norme rehausse et précise le consentement libre, préalable et éclairé tel que défini par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, la nouvelle norme exige qu'il y ait de la sensibilisation sur les droits des peuples autochtones et aussi exige l'identification des droits légaux et coutumiers au moyen d'une participation appropriée du point de vue culturel. Puis exige aussi l'établissement d'un processus de consentement libre, préalable, éclairé en continu avec les peuples autochtones. La nouvelle norme, par exemple, fournit les actions constructives et axées sur les processus pour encourager l'établissement de relations et l'engagement dans l'optique d'arriver à une ou des ententes. Puis, la norme fournit aussi des orientations qu'on espère plus claires quant à l'application du consentement libre, préalable et éclairé dans un contexte de certification de groupe et de terre privée. Aussi des changements notables au niveau du réseau des aires de conservation. On parle ici d'une approche plus rigoureuse pour l'identification et la mise en réserve d'aires de conservation. Donc, la norme exige une superficie d'au moins 10 d'unité d'aménagement qui doit être réservée au réseau d'aires de conservation. Donc, c'est un seuil qui est maintenant imposé. Il est à noter que ce seuil-là n'a pas été déterminé par FSC Canada, mais c'est vraiment un seuil déterminé au niveau international. Donc, tout le monde, là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les normes FSC à travers le monde. Cependant, notre nouvelle norme fournit une liste qui est rallongée des éléments qui peuvent être inclus dans un réseau d'aires de conservation. Vous allez trouver cette liste-là sous l'indicateur 651. On précise qu'est-ce qui peut être intégré dans le réseau d'aires de conservation. Et puis, il y a en bas d'intention des orientations plus claires sur la manière d'appliquer l'exigence de l'indicateur 653. Ça, c'est l'indicateur qui parle du 10 là, pour les forêts de petite dimension et faible intensité. Donc, il y a des éléments peut-être là plus spécifiques par rapport à ces forêts. Aussi, d'autres, en termes de changements au niveau de l'évaluation et du suivi des hautes valeurs de conservation, il y a une normalisation là, de cette évaluation et de suivi. Donc, la nouvelle norme exige qu'on utilise le cadre national, un framework, là, que vous allez trouver à l'annexé pour compléter l'évaluation des HVC. Excusez les lettres qui sont mêlées. Donc, maintenant, vous devez compléter ce cadre-là. Ce qui n'était pas nécessairement, il n'y avait pas de cadre imposé dans le passé. Maintenant, il est imposé. Ça aussi, c'est une nouvelle exigence au niveau international. Il y a aussi l'obligation de réviser
l'évaluation des hautes valeurs de conservation tous les 5 ans, et ce, en impliquant là, les parties prenantes et les peuples autochtones. Donc, révision ne veut pas dire le changer, mais s'assurer que c'est à jour. Et puis, maintenant, de façon obligatoire, il doit y avoir un suivi de la mise en œuvre du statut d'efficacité des hautes valeurs de conservation. Un autre élément qu'on n'a pas ajouté ici dans la présentation, mais que je pense qui peut être intéressant de noter, c'est que la norme maintenant permet d'inclure dans sa portée certains produits forestiers non ligneux tels que le sirop d'érable. Donc, avant, vous deviez utiliser, ceux qui voulaient certifier du sirop d'érable devaient utiliser des exigences supplémentaires qui étaient bâties par l'organisme de certification. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, il y a un indicateur qui, s'il est complété, peut donner accès à la certification de votre sirop d'érable sur le territoire certifié. Évidemment, le territoire doit répondre à toutes les exigences de la norme FSC. Donc, mais la portée inclut le sirop d'érable et autres types de sirop. Là. Si vous préférez le sirop de bouleau, là, ça peut faire le travail. En termes de calendrier de transition, maintenant, bon, vous êtes certifié avec une norme, une des 3 normes, et vous devez passer à la nouvelle norme. Comme vous le savez, la norme a été publiée le 26 septembre 2023. Donc, elle est disponible. Les détenteurs de certificats ou les organismes de certification, ben, vous pouvez commencer à vous préparer. Mais la date d'entrée en vigueur est le 1er janvier 2024. Donc, à partir du 1er janvier 2024, vous avez 12 mois pour mettre en œuvre la nouvelle norme et de vous faire auditer selon les règles de cette nouvelle norme-là. Donc, la période de transition finit le 31 décembre 2024. Donc, après la date du 31 décembre, ben, tous les détenteurs de certificats devra avoir passé au moins un audit selon les règles de la nouvelle norme. Puis c'est la nouvelle norme là, qui va servir pour tous les audits subséquents. Donc, on a ici quelques scénarios qu'on peut regarder pour voir comment peut avoir lieu cette mise en œuvre-là. C'est des questions que vous allez trouver aussi dans le document Foire aux questions sur la transition. Donc, en termes de scénario de transition, vous pouvez vous poser la question dans votre cas. On espère avoir pas mal décrit tous les cas possibles. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on va espérer que ça comprenne votre situation. Dans une première situation, le détenteur de certificat a une évaluation qui est prévue après la date d'entrée en vigueur. Bon, sûrement, ça s'applique à tout le monde. Donc, vous avez 2 options dans ce cas-là. Vous pouvez choisir d'être évalué conformément à la nouvelle norme ou vous pouvez choisir d'être évalué à votre norme régionale, la norme précédente. Mais pendant la période de transition, vous devrez avoir une 2e évaluation en fonction de la nouvelle norme. Donc, avant le 31 décembre 2022, vous devez avoir une 2e évaluation plus tard. Donc, tout dépendant où votre évaluation, ou dans l'année de transition, votre évaluation est située, ben, vous avez une certaine latitude. Si c'est un audit de réenregistrement qui est prévu pendant la période de transition, encore 2 options. Vous pouvez passer l'audit conformément à la nouvelle norme, ou vous pouvez toujours aussi passer l'audit selon les règles de la norme régionale, donc la norme précédente.
surtout là, si ça se passe au début de la période de transition. Puis avoir un audit de surveillance mené conformément à la nouvelle norme plus tard pendant cette même période. Donc, ça veut dire encore 2 audits dans la même période, mais pour y avoir juste un audit de surveillance sur la nouvelle norme à la fin de l'année. Ça reste parmi les options, mais il y a des précisions plus tard. Oups. Excusez, il y a quelque chose qui est passé tout droit. En termes de scénario, maintenant, vous faites l'objet d'un audit de surveillance pendant la période de transition et vous vous trouvez dans la première, deuxième ou troisième année du cycle de surveillance de 5 ans. Donc, vous êtes à votre début du cycle de surveillance. La règle générale, c'est que le détenteur de certificat doit se faire auditer sur tous les aspects de la nouvelle norme à l'intérieur du cycle de surveillance de 5 ans. L'idée générale, c'est ça. Ça reste toujours l'idée de base. Dans ce cas-là, ben, le détenteur de certificat doit satisfaire à tous les exigences de la nouvelle norme, divisées entre les années qui restent à son cycle de 5 ans. Et aussi, ben, si applicable, là, en incluant les exigences obligatoires annuelles. Je vais revenir avec ça plus tard. Donc, si vous êtes à la deuxième année, ben, au lieu de diviser par 4, vous divisez par 3 ce qui reste. Puis, vous faites auditer sur environ un tiers de la norme. Ça peut être la façon de calculer. Cependant, si votre audit de surveillance pendant la période de transition, vous vous trouvez dans la 4e ou la 5e année du cycle de surveillance de 5 ans, donc, à la fin de votre cycle de surveillance, la règle générale est toujours la même. Normalement, elle devrait se faire auditer sur tous les aspects de la nouvelle norme à l'intérieur du cycle de surveillance de 5 ans. Et c'est pour ça qu'on dit que les organismes de certification doivent déployer tous les efforts possibles pour couvrir tous les critères restants au cours de la période de validité restante du certificat. Donc, s'il reste 1 an, c'est comme un réenregistrement. Là. Donc, si cela n'est pas faisable, une approche axée sur le risque est adoptée en mettant l'emphase sur les enjeux les plus pertinents au sein de l'unité d'aménagement. Puis, l'approche qui sera choisie doit être justifiée dans le rapport de certification. Donc, c'est un petit peu là, sur les épaules de l'organisme de certification là, de déterminer quelle sera la meilleure approche. Là-dedans, on doit inclure aussi les exigences obligatoires annuelles si c'est applicable dans votre cas. Et que j'arrête pas de dire si c'est applicable dans votre cas, on va en parler dès maintenant. Comme dans le passé, il y avait des critères obligatoires qui doivent être audités à tous les ans. Mais ça ne s'applique pas pour tout. Ici, on parle surtout des forêts communautaires et très peu pour la majorité, là, je dirais, des forêts de petite dimension. Là, vous êtes exemptés de ça. Donc, je les présente tout de même. Et ça se trouve là, dans la norme 20007. Donc, ça s'applique aux plantations de plus de 10 000 hectares. Ça s'applique à toute forêt autre qu'une plantation qui est de plus de 50 000 hectares. À moins que les superficies tout entières ne répondent aux exigences définissant une forêt de faible intensité. Et ça s'applique aux unités d'aménagement forestier ayant des attributs de haute valeur de conservation, à moins que la superficie tout entière ne se réponde aux exigences définissant les forêts de petite dimension. Donc, il y a la liste là, des critères obligatoires que je ne lirai pas en détail, mais qui ont été ajustés pour la version 5 des critères, des principes et critères. En termes de mesures de soutien, pour l'instant, vous allez trouver, on a fait un document, des principaux changements qui contient à peu près ce que je viens de vous présenter.
C'est disponible en anglais, en français. On a le document de foire aux questions qui comprend aussi en partie là, des éléments que je vous ai présentés. C'est aussi disponible en anglais et en français, disponible sur le site web. On a mis à jour le site web d'FSC Canada et on a inclus tous les documents nécessaires. Aujourd'hui, on a le webinaire d'introduction en français pour les détenteurs de certificats, les organismes de certification. On aura un en anglais demain. On est actuellement en cours de discussion et de voir quelle serait l'élaboration d'outils qui pourraient amener à du support. Lors de nos discussions l'été dernier avec les détenteurs de certificats, on a posé la question. C'est sûr que pour la plupart d'entre vous, vous étiez pas encore vraiment au courant de toutes les exigences et de la nouvelle norme. Mais il y a tout de même diverses suggestions qui ont été faites. On parlait peut-être d'une plateforme d'échange, de monter certains cadres, certains gabarits, et certains sujets ont été identifiés. Ça reste encore à déterminer. On est en train d'analyser ces éléments-là. Et aussi, on aimerait avoir certaines de vos suggestions, voir quand vous allez étudier, regarder comment appliquer, mettre en œuvre votre norme. Qu'est-ce qui vous serait utile? Qu'est-ce qui pourrait vous être utile, mais aussi utile à un groupe de détenteurs de certificats et comment qu'on peut vous aider? Nous, chez FSC Canada, on essaie de monter notre plan de travail d'ici le restant de l'année et on pense à passer à du développement un peu plus en 2024. Donc, je vous invite à nous contacter ou même si vous avez des idées immédiatement, dans 5 minutes, nous en faire part. Et puis, en termes de ressources, c'est à peu près les mêmes choses. Évidemment, la norme, le document de la norme qui est disponible. Le document d'accompagnement de l'annexe A, ça, c'est toute la liste des lois et des règlements applicables par province. Donc, pour répondre au principe 1. On parle aussi d'éléments qui ne sont pas inclus dans la norme, mais qui doivent être quand même respectés. Donc, la note d'avis 20007 au sujet de la conversion, la politique sur les pesticides et un nouvel avis qui est sorti 20007-23 sur les portions très limitées. On a aussi comme ressource le guide sur le consentement libre, préalable et éclairé et les deux documents là, que je vous ai parlé précédemment, le document sur les principaux changements en anglais et en français, document de foire aux questions en anglais et en français. Un instant. Ça, tous ces éléments-là. Oups, excusez. Tous ces éléments-là, vous pouvez les trouver sur... j'ai pas fait la bonne chose, excusez. Sur notre site web. Et je m'en viens. Non, je ne vois plus rien. Ouais. Donc, sur notre site web à jour, Laureen, can you confirm we can see the website? Yes, you can see the website. Okay, thanks. Yeah, I'm not sure what I'm showing. OK. Donc, sur notre site web, vous allez voir les différents... si vous allez dans normes et vous allez dans
normes relatives aux petites forêts et aux forêts communautaires. Vous allez trouver les documents le document de la norme, la foire aux questions, les principaux changements, le document d'accompagnement de l'annexe A, donc les lois et règlements, et le guide sur le consentement libre, préalable, éclairé, et les autres exigences qu'on parlait, qui pourraient peut-être s'appliquer ou pas à vous. Et certainement jusqu'à la fin de la période de transition, les normes actuelles sont déjà prévues à cet effet. Donc, nous en sommes arrivés à la période de questions. Je ne vois pas de questions actuellement. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire votre question dans le chat, qu'est-ce qu'on appelle le chat, ou dans les questions et réponses Q et R que vous trouvez au bas de votre écran. C'était très clair, trop clair? Ou sinon, aussi questions ou commentaires aussi, qu'on aimerait vraiment avoir, vos idées. Qui pourrait vous être utile pour la mise en œuvre de la norme? Comment FSC Canada pourrait vous aider là-dedans? Je vous laisse une minute. Je ne vois toujours rien. Do you see, Lorraine, any question, any hand up? I do not see any questions. Okay. OK. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre présence. Si des questions qui vous viennent par après, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Lorraine. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des suggestions à nous faire, ça serait très apprécié. Ça nous aiderait aussi à orienter notre travail et voir comment travailler plus efficacement pour amener du support. On a discuté avec certains d'entre vous cet été si vos idées ont évolué, ont changé ou se sont précisées ou si on peut faire des appels un à un. Donc, je donne une dernière chance pour une rétroaction. Sinon, s'il n'y en a pas, nous allons mettre fin à la rencontre. Et ben, je vous remercie encore d'avoir participé au webinaire et on se reparle bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci Hélène. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.